Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à l'armement nucléaire dans le monde. Nous avons pu déjà constater que les stocks d'armement avaient été largement réduits depuis la fin de la guerre froide, mais en même temps on observe aujourd'hui un phénomène parallèle à cette réduction, c'est la prolifération et l'évolution du concept de dissuasion. Sur cette carte du monde figurent les États détenteurs d'armement nucléaire. D'abord les États dits officiels, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Ils sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et signataires du traité de non-prolifération nucléaire de 1968, le TNP. Ensuite, on a les États dits du seuil, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, Israël, qui se sont dotés de cet armement et n'ont pas signé le TNP. Et enfin, les États proliférants, qui essayent aujourd'hui de se doter de la bombe ou de la perfectionner, c'est-à-dire actuellement la Corée du Nord et l'Iran. Et pourtant, la prolifération nucléaire a été freinée par les traités internationaux de limitation des armes nucléaires et par le rôle de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA. Alors analysons maintenant le cas de plusieurs pays. Voici d'abord une carte du Moyen-Orient. Israël est, dès sa fondation, confronté à la guerre. Se considérant comme entouré d'adversaires, le pays a développé un programme nucléaire dans une logique de sanctuarisation de son territoire. Mais contrairement à d'autres États, Israël n'a jamais procédé à des essais officiels, laissant toujours le doute sur ses capacités et complétant sa doctrine par l'interdiction faite à tout voisin de se doter lui-même d'un armement nucléaire. D'où les frappes sur l'Irak en 1981 pour détruire les installations du réacteur Osirak. Alors deux remarques. L'État hébreu ne se rend pas coupable d'infraction au traité de non-prolifération puisqu'il ne l'a jamais signé, et l'ambiguïté du statut nucléaire fait partie de la dissuasion israélienne. Mais elle peut entraîner ses voisins, notamment iraniens, justement sur la pente de la dissuasion partagée. Deuxième cas de figure, le sous-continent indien. Voici l'Inde et son environnement géopolitique immédiat. Et par des accords de coopération, l'Inde a pu se doter de réacteurs lui permettant de développer des capacités d'abord civiles, puis militaires. Car après la guerre sino-indienne de 1962, l'essai nucléaire chinois de 1964, plus la tension permanente avec le Pakistan, l'Inde décide de franchir le pas. Elle effectue un premier essai pacifique en 1974, suivi en 1998 par 5 autres essais à l'intention du voisin pakistanais. L'Inde est alors placée sous embargo en tant qu'État proliférant en dehors du TNP, mais les évolutions de la situation dans le sous-continent conduisent à modifier le statut et les responsabilités de l'Inde. La signature d'accords en 2008 avec les États-Unis et la France lui permettent d'acquérir des technologies nucléaires à but civil auprès du groupe de pays fournisseurs en matériaux nucléaires. Donc l'Inde, grand pays démocratique, est désormais parée de la légitimité internationale et accueillie de facto dans le club des puissances nucléaires raisonnables. Alors évidemment, on est frappé par le message contradictoire adressé à un pays comme l'Iran, qui lui se voit privé de l'accès au savoir-faire nucléaire civil auquel il aurait pourtant droit, puisque, contrairement à l'Inde, l'Iran a ratifié le traité de non-prolifération. Pour le Pakistan, rival traditionnel de l'Inde, l'histoire est différente. Après les essais indiens de 1998, le Pakistan répond avec une série de 6 essais, mais là, grâce à un programme clandestin, rendu possible par les technologies européennes dérobées par l'ingénieur pakistanais Abdul Qader Khan, ainsi que par le soutien chinois, qui y voyait une manière d'affaiblir un ennemi commun. De plus, le Pakistan est doté de missiles à portée intermédiaire, ciblant le voisin indien. Et là aussi, la conjoncture est évolutive. Du fait du programme clandestin pakistanais, les États-Unis ont mis un embargo à la coopération militaire avec Islamabad. Mais cet embargo a été levé pour remercier la coopération pakistanaise lors de la guerre contre Al-Qaïda en Afghanistan en 2001. Et pourtant, avec le Pakistan, on est loin d'être face à un État nucléaire responsable et démocratique. Le réseau Khan a été extrêmement proliférant. Les services de renseignement de l'armée sont très liés aux islamistes.
Mais là encore, ce pays n'est pas en infraction par rapport au traité de non-prolifération qu'il n'a jamais signé. Regardons maintenant le cas de la Corée du Nord et de l'Iran, deux États proliférants. La posture nord-coréenne est d'une grande instabilité. En 1985, le pays ratifie le TNP, mais n'accepte les inspections de l'AIEA sur ses installations qu'en 1992. Or, les découvertes sur le terrain par l'AIEA ne correspondent pas à l'inventaire fourni par Pyongyang, et la tension monte entre le régime et la communauté internationale. En 1992 est conclu un accord de dénucléarisation de toute la péninsule, les États-Unis retirant leurs armes tactiques stationnées en Corée du Sud, donc on croit avancer sur le dossier, mais l'administration Bush place la Corée du Nord dans les pays de l'axe du mal, car elle aurait obtenu, via le réseau pakistanais Khan, les équipements permettant l'enrichissement de l'uranium à but militaire. Pyongyang décide donc de se retirer du traité de non-prolifération en 2003, et il s'agit là du premier retrait d'un État de ce traité, ce qui pose plusieurs questions. À quoi sert le TNP, puisqu'un pays peut en sortir et développer son propre programme militaire? Quelles sanctions internationales en cas de sortie du traité et de sa violation? Eh bien aucune. La Corée fait un premier essai souterrain en 2006, suivi d'une série de sanctions du Conseil de sécurité. Deuxième essai souterrain en 2009, après le tir d'une fusée censée placer un satellite en orbite, mais qui a été interprété comme le test d'un missile à longue portée. Car il ne suffit pas d'avoir l'arme nucléaire, il faut aussi la transporter. Et si elle parvenait à miniaturiser l'arme nucléaire pour la monter sur un vecteur, eh bien la Corée du Nord pourrait menacer son voisin sud-coréen, mais aussi le Japon et les bases américaines qui s'y trouvent. L'attitude coréenne, on le comprend, est une alternance d'ouverture et de provocation. Le régime iranien adopte d'ailleurs à peu près la même posture. Justement, l'Iran s'est lancé dans un programme nucléaire civil dans les années 60, à l'époque du Shah. Le programme avait été interrompu par le régime des Mollahs, puis repris après l'agression de l'Irak sur l'Iran en 1980. En août 2002, des opposants au régime de Téhéran révèlent que l'Iran est en train de construire une usine d'enrichissement d'uranium par centrifugation à Natanz. Le fait qu'elle puisse servir à la fois pour produire de l'énergie électrique et de l'uranium à capacité explosive inquiète la communauté internationale. Mais contrairement à la Corée du Nord, qui sortira du TNP, l'Iran, lui, réaffirme son attachement au traité et autorise les inspections. L'AIEA découvre ainsi des activités clandestines qui n'avaient pas été préalablement déclarées. Après la médiation européenne, l'Iran s'engage en 2004 à abandonner ses programmes d'enrichissement d'uranium, mais rejette par la suite un accord proposé par l'Union européenne. Début 2009, Téhéran a annoncé posséder 5412 centrifugeuses pour l'enrichissement de l'uranium, ce qui peut produire une quantité d'uranium suffisante pour fabriquer une arme. Le pays, lui aussi, a récemment testé des missiles Shihab-3 ayant une portée de 1300 à 2000 km. Alors cette diplomatie de gain de temps, d'aller-retour, conduit à évoquer une option militaire de la part des États-Unis et d'Israël. Deux remarques pour conclure sur l'Iran. Ce programme nucléaire militaire a plusieurs fonctions. La sanctuarisation du territoire iranien, une source d'orgueil pour la nation, un symbole d'indépendance, et puis ce dossier iranien est d'autant plus sensible qu'il ne peut être découplé des dossiers israélo-palestiniens, irakiens et bien sûr afghans. Alors ce qui apparaît avec ces derniers exemples, c'est le risque de dissémination du nucléaire à des groupes non étatiques. Le célèbre docteur Khan, père de la bombe nucléaire pakistanaise, a reconnu en 2004 avoir alimenté un réseau d'exportation de technologies nucléaires illicites à destination de plusieurs pays via des sociétés écrans, des intermédiaires en Europe et des ateliers de fabrication clandestins. Il aurait vendu les plans d'une bombe chinoise à la Libye et peut-être à l'Iran. Et les autorités pakistanaises ont toujours refusé de livrer le Dr Khan aux analystes de l'AIEA. Or, une telle confession a ravivé les craintes de détournement et de trafic de technologies nucléaires militaires par des groupes terroristes qui seraient alors munis d'une bombe dite sale.
Or, l'État pakistanais lui-même entretient une relation pour le moins ambiguë avec ces groupes. Nous sommes entrés désormais dans un deuxième âge nucléaire, une nouvelle période caractérisée par la fin du nucléaire bipolaire, la diffusion de technologies à double usage et l'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène de la prolifération au comportement peut-être moins rationnel. La variété des conflits, moins interétatiques, offre moins de prise aux mécanismes de la dissuasion, qui elle-même se révèle inutile face à une attaque terroriste sur un hôtel à Mumbai, un marché à Peshawar, un métro à Londres ou une tour à New York. La réussite de la non-prolifération, donc, c'est une nécessité pour la sécurité internationale et demande des approches beaucoup plus vigoureuses de la part des 5 premières puissances, qui doivent maintenant y associer les 3 autres puissances nucléaires de facto, mais rester hors du TNP. Voilà, ce dessous des cartes voulait vous expliquer les enjeux très importants de la conférence quinquennale de révision du traité de non-prolifération qui se tient au printemps 2010.